Donc bonjour à tous, la webconférence Préparez votre projet CRM mobile par Swing Mobility. En quelques mots, donc ce que l'on va voir donc aujourd'hui pour une webconférence qui va durer un petit peu moins d'une heure. Une introduction donc à ce point-là. Je vous ferai un bref rappel sur le groupe Divalto et Swing Mobility. Et puis, je vous donnerai 4 clés de réussite de projet CRM. Globalement, on balayera un certain nombre de choses, à la fois des notions de critères de choix de solutions, mais aussi les autres éléments qu'il va falloir préparer lorsqu'on a un projet de CRM et suivre tout au long du déploiement pour que ça en fasse une réussite. Je vous parlerai aussi en quelques mots des solutions Swing Mobility, même si cette webconférence n'est pas prévue pour faire une démonstration à proprement parler de nos solutions. Pour autant, je vous montrerai, j'illustrerai certains des points qui vont être dits dans les clés de réussite via en fait des exemples concrets de notre offre. Donc moi-même, Christian Dino, je suis directeur stratégie produit pour la BU Swing Mobility et le groupe Divalto. Donc je m'occupe plus précisément de fonctionnalités type CRM, portail collaboratif, outils de mobilité, donc applications mobiles. Et je suis dans ce métier-là maintenant depuis presque une vingtaine d'années et chez Divalto depuis plus de 5 ans. Alors le groupe Divalto, vous me connaissez, on est éditeur reconnu dans la création de solutions de gestion. Et depuis maintenant quelques années, donc lors de mon arrivée, maintenant ça fait 5 ans, nous sommes lancés dans l'aventure des applications mobiles, notamment suite à 2 rachats d'entreprises qui avaient des solutions dans ce métier-là. Et nous étendons en fait ça au CRM mobile et nous sommes donc devenus spécialistes également reconnus de tout ce qui est CRM mobile et collaboratif. J'expliquerai un petit peu pourquoi on rajoute le mobile et collaboratif. Nous sommes 220 collaborateurs, on propose nos solutions via un réseau de distributeurs et on estime qu'aujourd'hui il y a entre 2000 et 3000 personnes expertes qui sont formées à nos solutions et qui les déploient dans plusieurs pays du monde. Alors essentiellement dans le monde francophone, mais en ce qui concerne le CRM, on est aussi très présent dans l'Europe du Nord, au Maghreb et en Amérique du Nord. On fait un chiffre d'affaires d'à peu près 21 millions d'euros. La partie CRM, elle représente aujourd'hui 5 millions d'euros et à peu près une cinquantaine de collaborateurs. Donc on voit que c'est une part significative de notre activité, presque 25%. Et cette part ne cesse de croître au fur et à mesure des années. Alors, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de cet ouvrage qui a été réalisé, qui s'appelle donc 21 clés pour activer la transformation numérique de votre entreprise. Je fais cette petite parenthèse puisque cet ouvrage a été coécrit par 2 personnes de chez Divalto, notamment notre président Thierry Menlet, et aussi des consultants qui sont spécialistes dans ce domaine-là. Et en fait, on ne peut pas parler aujourd'hui de projet CRM sans en même temps parler de transformation numérique puisque c'est intimement lié. Et en fait, le groupe Divalto a pour credo d'aider les entreprises donc, à pérenniser leur business dans ce 21e siècle qui a démarré depuis un moment, mais aussi d'accélérer la croissance de nos utilisateurs grâce au digital et de faire de cette vague de la transformation numérique qui peut faire peur un vrai atout de croissance pour l'ensemble de nos clients. Alors, il y a une petite anecdote juste en dessous, une petite citation qui est dit se faire ubériser, c'est l'idée qu'on se réveille un matin en découvrant que son activité historique a disparu. Ça, c'est un élément essentiel dans la transformation numérique. Ça veut dire tout simplement que cette transformation numérique arrivera quoi qu'il se passe et qu'on ne peut pas lutter contre. C'est comme une espèce de vague qui va transformer nos différents métiers par la digitalisation et qui transforme aussi notre relation aux clients,
et aux produits en même temps. Et on a beau se dire, ben non, là je suis pas concerné, on est sur des produits qui se vendront jamais par le web ou par les mobiles. Pour autant, ben si, ça va bouleverser notre façon de faire et il vaut mieux épouser la vague et surfer dessus ben, que d'essayer de lutter contre, parce qu'il y aura toujours ben, des concurrents, des entreprises nouvelles, des startups, qui auront trouvé, eux, le moyen en fait, de profiter de la vague numérique pour aller sur vos marchés et vous y déloger. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. On ne cesse de relayer en fait cette vision-là auprès de nos utilisateurs et futurs utilisateurs. Et en fait, cet ouvrage que je vous recommande, hein, qui est disponible aux éditions Erol et qu'on peut acheter à la FNAC, est vraiment un outil qui est une sorte de guide. Alors bien sûr, avec des orientations un peu informatiques, hein, puisque les fameuses clés, nombreuses de ces clés en fait sont des clés digitales, on va dire, informatiques. Mais pour autant, il a été écrit dans un esprit d'informer des dirigeants d'entreprise. Il n'est pas trop technique. Il est vraiment très intéressant, je trouve. Alors donc le groupe Divalto, je vous le disais, deux métiers, les solutions de gestion ERP, le CRM mobile et collaboratif. On est aussi un groupe qui a une croissance soutenue et maîtrisée depuis maintenant 14 ans. Hein. Et on voit aussi que notre écosystème grossit avec nous. On a toujours plus de partenaires, plus de gens formés à proposer nos technologies. Les 4 clés de réussite du projet CRM que je vous propose aujourd'hui, je vais vous les énumérer. Je vous propose en première clé, adopter une démarche globale centrée parcours client. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, pas forcément une clé auquel on aurait pensé au départ comme étant une des clés principales. Je vais vous expliquer par après ce que j'entends par une démarche globale centrée parcours client. De deux, sensibiliser votre organisation à la pratique du CRM. En fait, toutes les entreprises qu'on rencontre nous disent bah, tiens, on a besoin de CRM, il nous faut un CRM, ou on est équipé de CRM et on en a besoin. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on met derrière le mot CRM et qui l'utilise vraiment ou qui va vraiment l'utiliser? Souvent, on considère que c'est un mal nécessaire alors que c'est un atout extrêmement important justement dans la transformation numérique et dans l'idée notamment de fidéliser ses clients, d'augmenter en fait notre activité avec eux, notre chiffre d'affaires, nos marges, mais aussi, et encore c'est encore plus important, au-delà des prospects, c'est de faire de certains de nos clients des ambassadeurs de nos marques, des ambassadeurs de notre entreprise pour continuer en fait à aller récupérer de nouveaux clients. Troisième clé que je vous propose, et non des moindres, qui est celle de structurer les données clients et de valider en fait l'intégration OSI de ce CRM. Donc ça aussi, il ne faut pas que le CRM soit quelque chose de complètement indépendant dans son coin qui vit sa vie. Il doit être intégré en fait au système d'information de l'entreprise, certaines fois en allant lire des données, dans d'autres fois en ayant écrire des données ou modifier des données. Et cette intégration au système d'information est extrêmement importante. Et quatrièmement, on va parler de choisir le CRM adapté à vos ambitions. Et vos ambitions, c'est le point le plus important. Il existe en fait des centaines de CRM dans le monde. Hein. Elles sont pour la plupart équivalentes en termes, je dirais, globalement de fonctionnalités. Pour autant, certaines ont des atouts que d'autres n'ont pas, ou des orientations un peu différentes. Et le choix de ces solutions doit se faire complètement de façon synchrone avec vous, votre business plan, ce que vous imaginez être en fait votre société dans 5 ans, et ce que le CRM doit vous apporter dans ce choix en fait de roadmap futur et de vie future de votre entreprise. Donc voilà les 4 clés que je vais parcourir avec vous. Et on va tout de suite commencer par la première clé qui est adopter une démarche globale centrée parcours client. Alors,
Juste une petite question. Selon vous, est-ce que le CRM est bien un outil du commercial? Lorsqu'on pose cette question à l'ensemble des interlocuteurs chez qui on présente de CRM ou qu'on parle de CRM, la réponse classique, c'est ben oui, CRM, c'est l'outil du commercial. Au même titre qu'on va dire que, mettons, l'outil paye, c'est l'outil de la RH, l'ERP gestion de prod, ben, c'est l'outil de la production, etc. En vérité, c'est un oui, mais pas que pour lui, bien évidemment. Hein. Le commercial, c'est peut-être son outil principal, le CRM. Pour autant, il y a une multitude en fait, d'autres collaborateurs qui utilisent le CRM et qui l'alimentent, bien évidemment. Alors ça, c'est pas nouveau. Ça existe, je dirais, depuis au moins 20 ans. Et c'est une transformation, on va dire, qui tarde à venir dans certaines entreprises, notamment en France. C'est l'idée que finalement le CRM transforme notre façon de travailler en non pas se concentrant sur le produit, mais en se concentrant sur le client. C'est-à-dire en mettant en fait au centre des préoccupations de l'entreprise le client et non plus le produit. Il y a quelques dizaines d'années, on allait dire une entreprise, sa vocation c'est quoi? C'est de fabriquer un produit. Et puis il y a d'autres gens qui vont vendre ce produit, il y en a qui vont livrer le produit, il y en a qui vont faire le marketing du produit, qui vont amener la notoriété de la marque et du produit, et puis certains qui vont faire du service après-vente au produit. En vérité, la grande richesse d'une entreprise, c'est pas tant ses produits, c'est plutôt ses clients. Et quels sont en fait les services, on va dire, qui tournent autour du lien avec les clients? Il y en a plusieurs. Bien évidemment, le premier, on parlait des commerciaux, c'est la vente, avec l'administration des ventes, etc. La relation client, bien sûr le marketing, mais aussi tout ce qui est service et notamment service après-vente. Et en fait, si je vous déroule un certain nombre de tâches ou d'outils qui tournent autour de ça, on en voit qu'il y en a un certain nombre. Au niveau de la vente, bien sûr, du catalogue, du tarif, gérer le pipe, gérer les devis, gérer les commandes, les rapports de visite, etc. Au niveau de la relation client, bizarrement, ce n'est pas dans le service qu'on va mettre le support et la helpdesk, c'est plutôt déjà dans la relation client, puisque la relation client se fait lorsqu'il est content, bien évidemment, mais aussi lorsqu'il a un problème avec les produits ou les services que nous lui vendons. Donc, c'est le support, le helpdesk, éventuellement aussi le SAV. Il peut y avoir aussi des problématiques tout simplement aussi de recouvrement qui sont traitées par relation client. Ensuite, au niveau du marketing, ça c'est une cellule dans les entreprises, une activité qui ne cesse de croître, notamment par la transformation digitale. On parle notamment de tout ce qui va être segmentation, ciblage au niveau des clients, d'aller générer des campagnes, qu'elles soient papier ou digitales, ou même téléphonique, de faire ce qu'on appelle du nurturing, c'est-à-dire de détecter des gens qui sont potentiellement intéressés et puis ces gens-là leur apporter de l'information continue pour les amener à un processus d'achat. On parle de travail de marque ou de notoriété. On parle aussi de branding, c'est-à-dire notamment d'être capable de créer du contenu à valeur ajoutée pour renforcer notamment votre image sur le web concernant votre expertise sur les différents produits. Puis au niveau du service, bien évidemment, tout ce qui est à faire, un projet, chantier, l'ingénierie qui aide dans la vente et notamment qui va être capable, là, de faire des devis techniques. La production, le lien avec la production et le lien avec la logistique, puisque bien évidemment, on va devoir renseigner le client sur des dates de livraison, par exemple, ou sur les dates de production de tel ou tel produit s'il est fabriqué à façon. Alors, je dirais, ça c'est extrêmement bien. Beaucoup d'entreprises n'y sont pas, mais en vérité aujourd'hui, on n'est même plus là. C'est-à-dire qu'on est encore après. C'est pour ça que je parle de parcours client. Et en fait, le numérique tel qu'il est arrivé, notamment grâce au web, au cloud, a complètement changé le parcours du client.
Donc cette approche qu'on avait préalablement essayé de mettre en place, qui était centrée client et non plus centrée produit, était une approche, je dirais, assez classique, d'ailleurs très proche d'une approche ERP, dans laquelle l'objectif principal, finalement, c'était d'optimiser les processus. Optimiser les processus de vente, optimiser les processus marketing, optimiser les processus de la relation client et optimiser les processus de service. Donc ce n'était pas optimiser notre relation, finalement, avec le client, c'était plutôt optimiser l'entreprise, pour autant en gardant tous, chacun le focus, que le client, c'est la valeur la plus importante de l'entreprise. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Ce qui a changé, c'est que le comportement en fait pré-achat et post-achat a complètement changé chez le client. Et même, alors on en parle beaucoup en B2C, enfin de la vente aux particuliers, mais elle également, elle a changé en B2B, dans nos relations client-fournisseur. On a vraiment deux processus, pré-achat, post-achat, qui sont devenus, par exemple, multicanal. On va aller piocher, chercher de l'information, etc. Notamment, on démarre par « Tiens, j'ai un problème ». On cherche un petit peu comment on va pouvoir le résoudre au travers des différents outils qu'on va trouver sur le web, les réseaux sociaux, les sites d'entreprise, les comparatifs, les sites de comparatifs. Ça peut être aussi des documents offline, hein, c'est des magazines, etc., spécialisés. On va aussi peut-être des fois même aller jusqu'à contacter en fait des fournisseurs de solutions. Mais on s'aperçoit bien qu'en fait, les acheteurs, en tout cas les potentiels acheteurs, hein, qui ne sont pas forcément le directeur des achats, mais ça peut être, et c'est de plus en plus, des directeurs métiers, hein, vont tout d'abord se renseigner et se faire une idée de ce qui existe et qui répond à leurs problèmes. Et ensuite, ils vont commencer à entrer en contact avec des fournisseurs potentiels et puis dans certains cas, des grossistes. Mais en tout cas, ils vont commencer, suite à une décision d'achat, à se renseigner sur un certain nombre de choses. Et en fait, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, lorsque le futur client nous contacte pour acheter en fait un bien ou un service, il est très souvent maintenant extrêmement renseigné, même voire des fois plus renseigné que les ingénieurs d'affaires ou les commerciaux qu'ils vont rencontrer lorsqu'ils vont faire l'achat, parce qu'ils ont vraiment étudié tout un tas de solutions sur le web, lu des avis de clients, etc. Et en plus, on s'aperçoit qu'ils nous contactent, je dirais, presque juste avant d'acheter. C'est-à-dire, avant, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, voire les années d'avant, quelqu'un qui s'intéressait à un produit, il allait sur le salon, il regardait les différentes solutions et on avait contact avec lui directement dès le départ. Et puis on pouvait comme ça élever peu à peu notre prospect au rang de futur acheteur. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on ne le détecte même plus. Il est un peu partout et il arrive chez nous en toute fin de processus où il est prêt, il a quasiment budgété d'ailleurs son achat parce qu'il a une idée du prix et il va déclencher son achat. Et la relation du parcours client a également changé après l'achat. Pourquoi? Puisqu'en vérité, ils achètent leur bien, leur service, ils vont l'utiliser, mais ils vont, grâce à ces outils du numérique, avoir la possibilité également de partager leur retour d'expérience concernant le produit, le service, avec d'autres personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas au travers des outils web ou au travers tout simplement du bouche à oreille. Ils vont, bien sûr, éventuellement avoir encore besoin de nous, entreprises, pour les aider, par exemple via du support, via des prestations complémentaires, etc. Et ce qu'on voit de plus en plus, ils vont, s'ils sont satisfaits, vraiment épouser la marque et épouser l'entreprise, et éventuellement c'est là qu'on va pouvoir insuffler l'idée à ce client de devenir ambassadeur. Alors je dirais qu'on n'y va pas cash en disant tiens, deviens ambassadeur. En fait, on lui fait germer cette idée-là. On prend ceux qui sont les plus convaincus de nos solutions et on les met en lumière. Et en fait, tout ça amène à de la fidélisation et finalement un renouvellement ou un nouvel achat chez nous.
Donc, du coup, avoir ce client-là qui va générer du chiffre d'affaires récurrent chez nous, peut-être même découvrir des nouvelles gammes, etc., etc. Et ce processus achat où on voit sur le schéma ici qu'il y a un certain nombre en fait, de canaux qui peuvent être utilisés, énormément. Hein. Le dernier, le violet, on ne voit peut-être pas très bien, mais celui qui est tout en bas ici s'appelle les webinaires, tout simplement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Tous ces signaux, en fait, sont devenus des multitudes de signaux faibles qu'il va falloir assembler à un moment donné pour avoir un signal fort et se dire, tiens, là, c'est le moment d'intervenir avec mon commercial pour pousser à l'achat. Et en vérité, cette nouvelle approche parcours client, c'est ce qui fait le succès des nouveaux champions du numérique. Donc les nouveaux champions du numérique, qu'on appelle en règle générale les TUNA, pour les initiales des principaux acteurs mondiaux qui sont connus dans ce domaine-là, à savoir Tesla, Uber, Netflix et Airbnb. Ce sont des gens qui viennent encore bouleverser le numérique après d'autres qui avaient déjà bouleversé pas mal de choses avec le cloud, notamment les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple. Donc il y a énormément en fait de choses qui changent et il va falloir en tenir compte. Ensuite, ce qui se passe, c'est que donc dans ce schéma-là, on va devoir nous aussi prendre ce virage du CRM orienté parcours utilisateur. Et comment on va pouvoir le faire? L'idée, c'est, et pourquoi on va vouloir le faire, c'est d'avoir une meilleure compréhension du parcours d'achat, de réduire aussi les obstacles qui pourraient être rencontrés lors de ce chemin entre la visite et l'achat, améliorer aussi l'expérience utilisateur lors de ce parcours pré-achat ou post-achat, que ce soit d'ailleurs des étapes numériques ou non, hein, l'expérience utilisateur, elle est même là également lorsqu'il reçoit sa facture et qu'on l'aide à payer sa facture plus simplement, ou même lorsqu'il contractualise un contrat, on parle maintenant de plus en plus de signature électronique, de signature matérialisée, est-ce qu'on lui offre la possibilité tout simplement sur son mobile de signer un contrat ou de renouveler un contrat? On va aussi parler de fidéliser nos clients et puis aussi faire de nos clients des ambassadeurs. Et c'est tout ça en fait la nouvelle promesse du CRM. Au-delà de ce qu'on voyait avant, qui était d'avoir une vue 360 degrés de l'activité du client, qui était tout simplement d'avoir un suivi de pipe, et maintenant on a beaucoup plus de problématiques à gérer. Donc ça, c'était ma première clé. La deuxième clé que je vous propose, c'est sensibiliser votre organisation à la pratique du CRM. Alors, pour illustrer cette clé, j'ai sorti en fait une enquête de 2016 d'un cabinet français qui a étudié plusieurs dizaines de déploiements de solutions CRM, et d'ailleurs des CRM qui étaient différentes CRM du marché, et il leur a posé simplement plusieurs questions, et dont une principale qui était dans quel domaine du projet CRM avez-vous eu le plus de problèmes? Et donc là, vous avez une stat qui présente les endroits où il y a eu le plus de problèmes dans l'acquisition et le déploiement et l'utilisation ensuite du CRM. Et vous voyez très facilement d'ailleurs que dans le top 3 ici, à des taux qui ne sont pas négligeables, parce qu'ils sont entre 40 et 60% cités dans ces déploiements, c'est l'adoption des utilisateurs et, bizarrement, j'ai bizarrement puisque quelque part je ne m'y attendais pas, l'adoption des managers. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement de la résistance au changement. Alors, cette adoption, elle est en plus étonnante dans le sens où il y avait une autre question dedans qui était dans le choix du CRM. Tout le monde était convaincu de choisir la bonne solution et on voit d'ailleurs ici, le choix de la solution n'avait pas posé problème globalement. Tout le monde était d'accord pour dire que la solution, elle est simple, elle est riche, elle va faire le job, etc. Donc tout le monde en était convaincu et pour autant, c'est l'adoption des utilisateurs et des managers qui, pour certains, en tout cas les managers,
et certains utilisateurs clés ont fait partie des gens qui ont fait le choix de la solution. Alors, quand on va un cran plus loin, j'ai juste une petite citation au passage d'un de nos clients qui est la bioesthétique, c'est une PME. Nos commerciaux étaient un peu réfractaires au CRM mobile, mais lorsqu'ils ont compris qu'ils pouvaient gagner plus avec l'outil, tout s'est bien passé et notre application a totalement remplacé le papier et le crayon. Ce qui est intéressant là dans cette citation, c'est qu'on voit que quelque part, les commerciaux, quand le CRM arrive, en tout cas les utilisateurs finaux commerciaux, voient toujours d'un œil un peu suspicieux l'arrivée de ce type d'outil. On entend souvent, attention, ça va être un outil de flicage, c'est un outil contraignant, on n'a pas besoin de ça pour faire notre business, etc., etc. Pour autant, on voit lorsque le projet est bien mené, qu'il y a une adoption de la solution et qu'en plus, les gens s'aperçoivent que finalement, leur ancien système, ils peuvent le jeter complètement, un format papier ou format Excel ou autre, et utiliser le CRM à la place. Alors, juste par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette clé et la pratique du CRM? Je dirais que ça se fait même avant l'acquisition du CRM, mais d'ailleurs, il faut le faire avant l'acquisition du CRM. Vous avez sûrement constitué, par exemple, un groupe de travail pour faire le choix du CRM. Eh bien, au-delà de ça, de ce groupe, il faut sensibiliser l'ensemble des managers, et on a vu que les managers concernés ne sont pas que les managers de la direction commerciale, c'est la direction de la relation client, ça peut être des gens de différents services, de la production, ça va être les gens du marketing, etc. Et de deux, quand on les sensibilise, on doit leur rappeler le rôle d'exemplarité. Je vous donne une anecdote. Dans certaines sociétés, j'ai vu qu'après un déploiement de CRM, les commerciaux, pour la plupart, font le job, c'est-à-dire de renseigner, de mettre à jour leurs leads, leurs opportunités, d'aller saisir des devis, de faire des rapports de visite. Et j'ai constaté, notamment dans une entreprise que je ne citerai pas, que les directeurs de secteur et notamment le directeur commercial continuaient à demander en fait aux commerciaux de leur fournir mensuellement ou trimestriellement un pipe trop travaillé dans Excel avec des annotations, avec différentes infos. Ou alors, par exemple, lorsqu'ils voulaient avoir une info sur un projet, savoir si ce projet avançait bien et savoir pourquoi il n'était toujours pas signé, par exemple, eh ben, envoyer un mail au commercial en lui disant bah, écoute, dis-moi tel dossier où tu en es, pourquoi ça avance pas, etc. Alors que pour une bonne adoption, le premier réflexe du manager aurait dû être celui d'utiliser le CRM pour aller voir si la donnée était à jour, et si la donnée n'était pas à jour, au travers du CRM, de peut-être rajouter une tâche ou une action commerciale au niveau du commercial et du compte client ou des comptes clients prospects concernés pour qu'il y ait une mise à jour d'informations, d'accord, ou une relance, ou tout simplement voir dans le projet à quelle étape on en est, et si on constate qu'on n'est pas dans cette étape, on n'est pas dans la négociation parce que le client est encore en train de se tâter pour savoir s'il va vouloir acheter ou pas, ben de mettre à jour la fiche et puis de revenir en arrière. Donc, les managers ont un rôle essentiel et on l'a vu, on est dans le top 3 puisque c'est le numéro 3 d'ailleurs dans cette liste. Les managers ont un vrai rôle d'exemplarité et pas que le directeur commercial. Il y a tous les managers et les, on va dire, les sous-managers, hein, le middle management. De deux, comme je l'ai fait sur la première clé, il faut rappeler que ça fait partie d'une démarche qui fait partie d'un tout. En fait, pour que ça marche, en fait, le CRM, il faut vraiment que tout le monde s'y mette par rapport à ce fameux parcours client et que ces fameux signaux faibles puissent remonter du terrain. Savoir que, par exemple, un client a été mécontent d'une livraison parce que finalement on s'est trompé de couleur ou qu'on l'a mal renseigné ou qu'il y a eu un autre problème parce que de qualité sur tel ou tel produit, ou au contraire, le client, lorsque la personne qui faisait le service est arrivée là-bas et a appris qu'une nouvelle usine était en construction,
eh ben, il faut que toutes ces informations de terrain, tous ces petits signaux remontent dans le CRM et nous permettent d'éventuellement valider un signal fort. Alors, un signal fort positif ou négatif. Hein. Un signal fort positif, c'est ben, tiens, il y a une opportunité de business qui arrive où on va pouvoir en faire un ambassadeur, par exemple. Un signal fort négatif, ça va être, par exemple, ben, il est mécontent, ou il a commencé à contacter des concurrents, etc., ou il y a une grosse baisse du chiffre d'affaires parce qu'il va déjà acheter ailleurs, etc. Et ces signaux, bien évidemment, il y en a qui viennent automatiquement, on va dire, de l'extérieur. On a différents outils. Est-ce qu'il a rempli un formulaire de contact? Est-ce qu'il est allé sur notre site web, etc. Mais il y a énormément de signaux qui viennent des personnes qui sont en contact avec les prospects et les clients, tout simplement au téléphone ou sur le terrain. Et il faut leur faciliter la vie de remonter l'information. Et là, il faut sensibiliser tout le monde que tout le monde a une information, et cette information, peut-être qu'elle n'est pas sur le moment importante, mais pour autant, mis bout à bout, toutes ces informations peuvent avoir du sens. Le troisième élément, dans la pratique du CRM, je dirais, c'est de marteler le discours de la transformation numérique. Ce n'est pas pour faire peur, mais si l'adoption du CRM ne se fait pas, la transformation numérique de l'entreprise elle-même est menacée. Elle peut très bien ne pas réussir à se faire parce qu'on n'est pas doté de l'outil qui nous permettra de suivre le parcours client. Et pour le coup, eh ben, ça remet en cause en fait l'existence même de l'entreprise suite au passage de la vague du numérique. Donc ça, il faut malheureusement, effectivement, auprès de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, leur répéter, mais bien évidemment leur expliquer, leur dire que ce n'est pas une menace qui va faire disparaître l'entreprise, c'est plutôt une belle opportunité si elle est bien gérée. Et donc, marteler ce discours-là dans l'entreprise et bien évidemment faire des actions concrètes qui vont dans ce sens-là. Troisième clé que je veux vous proposer, c'est structurer les données clients et valider l'intégration au système d'information. Le CRM, on le sait tous, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait dedans de la donnée et que cette donnée soit fiable. Si je reprends mon enquête 2016 du cabinet Ascenis, on va voir ici que toujours, on va dire là maintenant dans le top 4, on a deux points particuliers qui traînent de la donnée. En numéro 2, c'est la qualité des données. Et en numéro 4, c'est l'intégration avec le système d'information. Alors quand on entend intégration avec système d'information, on peut le voir comme ah oui, est-ce qu'il est bien installé dans mon réseau, sécurisé, machin, etc. Quand on parle données, on va tout de suite penser ERP, on va dire bah oui, il dialogue avec l'ERP, tout simplement en récupérant les clients de l'ERP, par exemple. Mais il y a aussi d'autres choses, comme par exemple, est-ce que mon CRM dialogue avec le site web? Je suis capable, par exemple, de voir que mon client est passé sur le site web ou mon prospect est passé sur le site web et ça a remonté un événement dans ma CRM. Mais ça peut être aussi lié au site e-commerce, aux réseaux sociaux, etc., etc. C'est-à-dire l'intégralité, je dirais, des outils du système d'information de l'entreprise. Donc le CRM, pour qu'il soit vraiment une réussite, il faut qu'il soit suffisamment ouvert pour aller dialoguer avec tous ces outils-là. Et donc, on est bien évidemment sur cet éternel débat des données fiables. On va dire, tiens, le commercial, pourquoi il n'a pas utilisé le CRM? Tout simplement parce que dès qu'il essaye de prospecter dans le CRM, il manque des prospects, il y a des entreprises qui ne sont pas là, ou les contacts ne sont pas à jour, ou alors il n'avait pas vu qu'il était déjà client parce qu'il était enregistré sous un autre nom, etc. etc. Donc ça, c'est des retours qu'on a systématiquement lorsqu'on fait un déploiement, voire même déjà quand on n'a pas de CRM, mais même après avoir un CRM, si on n'a pas travaillé la qualité des données, eh il va falloir travailler là-dessus, même en amont de l'achat et du déploiement du CRM. Alors un autre exemple de nos clients qui témoigne un petit peu de cette partie-là, c'est l'entreprise Masrad qui fournit notamment des ustensiles de cuisine dans la grande distribution. Nous nous sommes rapidement rendus compte que notre application permettait un meilleur transfert de l'information et un gain de temps dans nos processus. Le fait d'avoir toutes les informations sur la tablette permet à nos commerciaux un meilleur suivi des commandes et de leurs clients. Alors bien évidemment, là,
il y a un réel travail qui a été fait pour voir quelles étaient les informations importantes à avoir sur le terrain pour les commerciaux et faire en sorte que ces informations soient fiables ou puissent être facilement mises à jour par les personnes qui peuvent la mettre à jour. Alors, de nouveau, là, quoi faire par rapport à ces clés? Il y a un premier point qu'il faut définir, c'est qui est maître de chaque donnée. La base client, c'est-à-dire créer un client, si c'est l'ERP qui doit être maître, donc on définit que c'est l'ERP qui est maître. Dans le CRM, on ne créera pas des clients, on pourra créer des prospects, on pourra créer des entreprises, des contacts, etc. Mais pour autant, dès lors qu'on crée un client, ou l'information du client, ça va être par exemple l'ERP qui va le traiter. Pareil, on imagine bien aussi au niveau de l'ERP que l'historique des commandes, comme c'est lui qui l'a, ou l'historique de facturation, ou l'historique, mettons, de tout ce qui est autre, avoir, bon de livraison, c'est l'ERP qui en est maître, donc c'est lui qui doit fournir l'information. Ça paraît assez clair. Par contre, au niveau d'autres données, comme un certain nombre de choses comme les événements liés à des incidents, qui les crée, qui peut en faire, à quel endroit, si quelqu'un veut les mettre à jour, est-ce qu'il y a quelque part une sorte de SAS, c'est-à-dire quelqu'un qui va valider l'information avant qu'elle soit publiée? C'est par exemple le cas s'il y a une mise à jour d'un contrat ou une mise à jour d'une information importante concernant le client. Ça va être le cas aussi un peu partout dans l'application. On va considérer par exemple très régulièrement sur les projets que nous déployons chez Swing Mobility que les gens nomades sur le terrain sont souvent responsables de la donnée information contact. Parce que comme ils sont sur le terrain, c'est eux les plus à même finalement à récupérer des cartes de visite, à savoir qu'un tel ou un tel a changé de fonction, etc. etc. Pour peu qu'ils se rendent suffisamment souvent d'ailleurs chez le client. Ensuite, on a un autre enjeu qui va être de se dire comment je sais que finalement mes données elles sont fiables, elles sont régulièrement mises à jour, etc. L'idée, ça va être de mettre en place des indicateurs précis pour évaluer la qualité des données enregistrées. Un premier indicateur, bien sûr, très simple, c'est de dire quand est-ce que l'information a été enregistrée la dernière fois, mise à jour. Une autre donnée, c'est par exemple aussi stocker en fait l'information de quand elle date. Quand vous allez enregistrer par exemple le chiffre d'affaires d'une entreprise, il ne faut pas juste enregistrer le chiffre d'affaires, il faut enregistrer en fait la source d'où vient cette info de chiffre d'affaires par exemple. Si c'est le commercial sur le terrain qui a eu l'information de son client, ça c'est intéressant, il aura généralement l'information la plus à jour. Si par exemple c'est un prospect qu'on a tiré le chiffre d'affaires uniquement sur un vieux document qui date de 5 ans, il faut le préciser aussi. Parce que si après ça devient des critères de segmentation, de recherche, de prospects, etc., autant savoir que la donnée n'est pas forcément fiable et qu'il va falloir la fiabiliser avant de l'exploiter. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas hésiter non plus à enrichir nos données par des sources externes, par exemple Corporama. Alors, je vous montrerai juste tout à l'heure, dans Swing Mobility, on a créé une interface avec Corporama, par exemple, qui permet, en faisant une recherche d'entreprise dans Corporama, de dire, tiens, maintenant, cette entreprise qui m'intéresse, je vais l'importer sous la forme d'un prospect dans mon CRM. Ou les données qui sont là me semblent plus à jour, donc les données, je vais les pousser pour mettre à jour ma fiche client dans le CRM. Enfin, quatrième clé que je vous propose, donc choisir le CRM adapté à vos ambitions. Alors ça me paraît facile à dire, bien sûr, il faut choisir un CRM. Pour autant, j'insisterai sur la notion vos ambitions. Quand on regarde de nouveau cette enquête 2016, il y a quelque chose que j'ai déjà montré tout à l'heure, qui est tout en bas, le choix de la solution. On s'aperçoit, et nous apercevons d'ailleurs quasiment tous les jours, que lorsque nos utilisateurs ont fait le choix de Swing Mobility, ça leur a paru presque évident. Bon, après, ils se faisaient peut-être des grilles de recherche, ils se posaient la question de quel intégrateur allait mettre en place la solution, mais pour autant, la solution, globalement, leur plaisait et ils n'ont pas eu trop de mal à faire le choix nous concernant, mais
ça doit être aussi le cas pour d'autres solutions. Par contre, on voit quand dans le top 5 apparaît une ligne qui est la définition des besoins et fonctionnalités. Là, je dirais que c'est classiquement comme tout projet informatique, il va falloir bien évidemment au moins partir d'un recueil de besoins, d'un cahier des charges pour aller choisir son CRM. Finalement, si cette définition est bien faite, c'est encore plus simple de faire le choix de la solution. Et donc, du coup, je vous propose de lister quelques évolutions des besoins du CRM très rapidement pour vous illustrer mon propos. En premier lieu, les CRM se veulent plus mobiles, c'est-à-dire qu'il faut non seulement qu'on puisse utiliser le CRM en mode connecté, mais à travers une interface web, c'est-à-dire que le CRM fonctionne tout simplement dans un navigateur web, quel qu'il soit d'ailleurs le navigateur web, et sur un ordinateur Windows, sur un Mac, sur une tablette, sur un smartphone, etc., qu'on puisse utiliser un peu partout, mais également aussi que la solution propose de pouvoir fonctionner en mode déconnecté, c'est-à-dire de pouvoir continuer à utiliser au moins une grande partie du CRM sur le terrain, même lorsqu'on n'a pas le réseau, ni le Wi-Fi ni la 4G, je dois pouvoir continuer à consulter mes fiches clients, mettre à jour mon agenda, pouvoir également, par exemple, saisir une commande si c'est un besoin. On veut aussi que ça se connecte de plus en plus avec les réseaux sociaux. Alors là, on parle de, par exemple, des choses grand public comme Facebook, etc. Habituellement dans les réseaux sociaux, et notamment tout ce qui est B2C. Mais dans le B2B, on a LinkedIn, on a les outils de chat qui sont sur le site internet, qui peuvent être intégrés. Et puis, on a d'autres réseaux qui peuvent être des réseaux professionnels, sociaux, spécifiques à certains métiers. On parle aussi d'avoir une solution plus intégrée. Je le disais tout à l'heure, il faut que, bien évidemment, au niveau du système d'information, on soit interfacé à l'ERP, mais pas que, qu'on soit multicanal, qu'on sache dialoguer avec l'e-commerce, avec d'autres outils web ou non web. Il faut aussi qu'on soit plus connecté, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans cette vague, la transformation numérique, on parle de plus en plus d'objets connectés et de big data, c'est-à-dire qu'on récupère maintenant énormément d'informations sur le terrain. Cette information-là, il faut que le CRM soit capable de dialoguer avec, alors non pas tout, mais des tendances, mais des calculs au travers de BI, etc. Et notamment, quand on parle de BI, il faut que la solution soit plus analytique, qu'on ait bien sûr des tableaux de bord intelligents, mais aussi de plus en plus, on parle de prédictif. Je vous parlais tout à l'heure des fameux signaux faibles qui, en s'accumulant, peuvent devenir des signaux forts. Et c'est ça aussi au niveau du prédictif, c'est d'être capable de dire, tiens, j'ai plusieurs signaux faibles, ils semblent tous aller dans la même direction, ça veut dire que là, potentiellement, mon client ou mon prospect peut être en train de faire mon parcours client avant achat ou après achat sur un point particulier. D'accord? Donc ça, il faut le remonter comme information. Ensuite, on veut aussi que ça soit plus collaboratif, c'est-à-dire que ça aide en fait les gens à travailler ensemble, notamment les vendeurs, tous les commerciaux, les représentants, l'ADV, avec par exemple ceux qui font le service après-vente, parce qu'ils travaillent très souvent finalement en même temps, pas que l'un après l'autre. À certains moments, qui va aller revoir le client s'il y a un vrai gros problème au SAV? Souvent, ça va être le vendeur initial. On parle aussi de la relation client-fournisseur, et notamment, on va au-delà maintenant du CRM, on parle de XRM, le X, le C qui veut dire Customer Client, on va dire, est remplacé par un X, ça veut dire multiple, c'est-à-dire qu'on peut la relation non seulement avec les clients et les prospects, mais aussi avec les prescripteurs, mais aussi avec les grossistes qui est votre réseau, par exemple, indirect, mais aussi, on peut enregistrer la concurrence, les informations de la concurrence dans le CRM. C'est une information extrêmement importante. Et bien sûr, des espaces collaboratifs plus ouverts sous forme d'extranet dans lequel on va pouvoir créer un endroit où on se partage des documents. Nous, par exemple, très régulièrement, on crée des espaces collaboratifs lorsqu'on est en avant-vente pour aller recueillir le cahier des charges de nos prospects et nous, en même temps, aller déposer, par exemple, des comptes rendus d'analyse, des devis, des offres, des éléments en fait pour le contrat. Et on a un lieu d'échange qui se crée sur le web pour échanger tout ça. Et bien sûr, dans l'idéal, il faut que ce lieu d'échange soit dans une partie isolée du CRM, mais en tout cas
puissent être créés à partir du CRM. Alors, je vous parlais tout à l'heure du mode déconnecté. Pourquoi avoir un mode déconnecté sur le CRM? Je dirais que c'est ce point numéro 4 le plus important, parce qu'on parle des zones blanches, bien évidemment, il y a toujours des endroits en France ou ailleurs où il n'y a pas du tout de réseau et on veut quand même utiliser le CRM, notamment pour ceux qui ont comme clients des entreprises rurales, des agriculteurs, etc. Mais pour autant, en vérité, le mode déconnecté, c'est le seul moyen en fait d'avoir une application sur son équipement, portable, ordinateur portable, tablette ou smartphone, qui conserve les mêmes performances, quelle que soit la performance du réseau là où on est. Est-ce que la 4G fonctionne bien? Est-ce qu'il y a du monde déjà dessus? Est-ce qu'elle coupe? Le Wi-Fi pareil, etc., etc. Donc, pour être indépendant du réseau, le seul moyen, c'est d'avoir des solutions qui fonctionnent en mode déconnecté. Ensuite, choisir son CRM et pouvoir le faire fonctionner sur mobile, c'est aussi faire un choix d'équipement mobile, notamment pour les fameux gens qui sont sur le terrain, donc par exemple les techniciens de maintenance ou les commerciaux, savoir s'ils vont vouloir travailler sur smartphone, sur tablette, sur portable ou hybride. Là, pareil, d'ailleurs, ils pourraient travailler sur 2 équipements en même temps. Très souvent, on a tous un smartphone, mais sur quel équipement principal ils vont travailler? Chacun a ses avantages et ses inconvénients. On va dire que le smartphone, comme il est plus petit, l'avantage c'est qu'il est en portable et qu'on peut l'avoir tout le temps sous la main et facile à transporter et on a une main libre pour faire autre chose facilement. Donc souvent qui va équiper les commerciaux lorsqu'ils sont en trajet ou les techniciens quand ils sont sur le terrain parce qu'avec l'autre main il faut autre chose. À l'inverse, par contre, c'est très compliqué d'aller saisir l'information sur un petit écran, alors qu'une tablette ou un portable qui est encore plus grand permet d'écrire beaucoup plus de contenu éventuellement si on a des Word ou des gros tableurs Excel à saisir, il faut en tenir compte dans le choix du matériel. Alors que faire par rapport à son choix de CRM? Bien sûr, faire un recueil de besoins, un cahier des charges, ça paraît évident. Mais je dirais être pragmatique par rapport à la solution, pas imaginer des choses, mais surtout bien identifier vos enjeux. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous voulez être dans 5 ans? On parle de révolution numérique, ça va se faire en quelques dizaines d'années. Globalement, les estimations disent que tout le monde aura traversé la vague d'ici 2040. Donc il y a une vingtaine d'années. Bien évidemment, ceux qui l'auront passé dans les premiers vont peut-être être pionniers, précurseurs et vont devoir inventer des choses. D'autres peut-être vont se rapprocher au wagon par après et auront moins d'innovation ou d'imagination à avoir. Pour autant, peut-être seront moins performants. Donc, ne pas forcément aller choisir une CRM parce qu'elle vous promet un truc monts et merveilles qui, de toute façon, n'a pas encore été validé sur le terrain parce que c'est des choses qui sont en train encore de bouger. Revenir aux fondamentaux, rappelez-vous mon schéma centré client et mon schéma centré parcours client. Si vous n'avez pas déjà fait le centré client, faites pas un énorme saut en avant, faites votre centré client et votre parcours client dans la continuité. Ensuite, bien évidemment, si je devais mettre 4 critères de choix au niveau du CRM, sur lesquels vous pourriez mettre des notes, il faut que ça soit simple d'emploi. Bien évidemment, là, on fait, vous avez bien compris, c'est un outil qui doit être accessible de tout le monde, et notamment de certaines populations qui sont réputées un peu plus compliquées à convaincre sur les outils informatiques, comme par exemple les commerciaux ou les techniciens. Il faut que ça soit simple d'emploi. Il faut que ça soit ouvert dans le sens pouvoir s'interfacer avec beaucoup de solutions, mais pouvoir aussi se modifier facilement lorsque vous allez modifier vous-même vos processus, vos produits, vos façons de vendre, adapter par rapport au parcours client qui aura été vu. D'ailleurs, on parle de parcours client au pluriel, puisque tous les clients n'ont pas le même parcours. Tous les segments de clients n'ont peut-être pas le même parcours. Ensuite, on parle de accessible. Accessible, ça veut dire être capable presque intuitivement de savoir à quel endroit je vais trouver l'information qui m'intéresse ou le formulaire que je vais devoir remplir. C'est ça, c'est l'accessibilité du menu, c'est dans cet état-là. Et bien évidemment riche dans le sens où il ne va falloir pas tout réinventer. Il faut que l'outil nous propose un certain nombre de fonctionnalités obligatoires dans ce genre de système, la vue client 360 degrés, les rapports de visite, la gestion des campagnes, etc., etc. Alors,
Là, je vous ai donné les 4 clés. On arrive presque à la fin de cette présentation. Je vais vous parler juste un tout petit peu des solutions du groupe Divalto, hein, notamment, bien évidemment, nos solutions Swing Mobility. Comment ça fonctionne globalement? Schéma d'architecture. On a dans l'entreprise le système d'information, hein, ça peut être un ERP, ça peut être déjà un bout de CRM qui est en place et qui est spécifique à quelque chose. Ça peut être des outils de GMAO, SAV, GRM, etc. qui sont en place. Ça peut être de la GED, ça peut être du PIM, notamment les bases d'information produits. On va créer des interfaces pour alimenter notre plateforme cloud avec les données dont on a besoin et on voit que cette interface est capable de remonter certaines des données de nouveau vers le RP ou ses outils métiers. On va pouvoir se synchroniser sur les terminaux mobiles qui, eux, sont en mode déconnecté. Et on a un usage par le back-office qui, lui, est en mode connecté au travers d'une application navigateur web. On a des ouvertures par des API pour aller dialoguer à d'autres systèmes. Je vous parlais par exemple de Corporama. Et on a surtout un outil qui s'appelle Swing Studio, qui est un outil qui permet de paramétrer complètement la plateforme, d'aller rajouter des champs métiers, d'aller modifier par exemple les processus d'étapes de vente dans le pipe, par exemple, avoir les X étapes comme un Spanco, par exemple, d'avancement de projet. Donc, pouvoir paramétrer tout ça. Les atouts, bien sûr, on est multiplateforme, on gère très bien le mode déconnecté depuis très longtemps. C'est une solution tactive, nativement cloud, avec beaucoup d'extensions de paramétrage, mais qui est déjà très riche au départ et qui est intégralement connecté au système d'information. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, Swing Business, qui est, on va dire, la version avec le profil commercial, démarre par une vue 360 degrés. À l'intérieur, bien évidemment, je vais avoir l'ensemble de mes clients, de mes prospects. Je vais pouvoir aller gérer un certain nombre de choses comme des actions, des tâches, des rapports, des formulaires spécifiques. Je vais pouvoir faire mon suivi d'activité, voir mes objectifs, aller déclarer mes projets, mes affaires, notamment aussi voir mes articles dans mon catalogue avec les tarifs, pouvoir saisir des devis, des commandes, encaisser, gérer un stock, notamment un stock véhicule, avoir de la cartographie embarquée, pouvoir avoir son agenda synchronisé avec son agenda professionnel et embarquer tout un tas de documentation, de médiathèque, photos, vidéos, etc. Alors, j'ai juste une dernière vidéo que je peux vous montrer. Hop. On va arriver là-dessus, qui va présenter un peu le principe de l'application. Franck est commercial dans une PME équipée d'un CRM mobile Swing Business. Tous les matins, sa journée commence par la consultation de son agenda, intégré directement dans son application. Il a plusieurs rendez-vous commerciaux prévus. Facilement et depuis la fiche client, il sélectionne le meilleur itinéraire pour se rendre à sa première visite. Arrivé à l'heure, Franck peut consulter les données clients dans sa voiture, les encours, les derniers événements, le reliquat de commande et l'historique de facturation. Chez son client, il remplit un formulaire personnalisé sur sa tablette via l'application mobile. L'information est stockée et synchronisée avec le système d'information du siège. Il utilise les catalogues produits, les plaquettes commerciales et les autres outils d'aide à la vente accessibles dans Swing Business. Grâce à la mise à jour des tarifs et des stocks effectués en temps réel, il gagne en réactivité et peut informer son client des promotions en cours. Toujours à partir du dossier client, il ajoute ses produits à commander dans le panier, le valide et édite le devis. La vente est finalisée sur place. De retour dans sa voiture, le commercial remplit le rapport de visite dans le CRM mobile en quelques clics. Comme Swing Business communique avec n'importe quel ERP, c'est Divalto, Microsoft, Import, Sage, SAP, les détails du rendez-vous et de la vente sont immédiatement reçus et traités par le bon service. Au siège, le manager commercial peut montrer à sa direction l'évolution du chiffre d'affaires grâce à la mise à jour automatique des tableaux de bord. Il peut aussi suivre et piloter l'activité commerciale en temps réel. Sur le terrain, Franck vient d'être informé de l'annulation de sa prochaine visite. Heureusement, l'option client pivot de Swing Business lui permet de géolocaliser les entreprises si près de lui et de remplacer son rendez-vous. Les commerciaux et la direction sont satisfaits de leur CRM mobile. La force commerciale est concentrée à 100% sur la vente et dépasse ses objectifs. Voilà. Donc, juste pour reprendre et terminer en fait cette présentation,
Les fonctionnalités de Swing Service, puisqu'on a une fonctionnalité avec des profils techniciens hein, qui est directement liée, hein, c'est le même produit, juste des profils utilisateurs et des options activées en parallèle. On va retrouver des fonctionnalités plus qui tournent autour des rapports d'intervention, des formulaires, des relevés de mesures, des fiches, et notamment on va parler de stock véhicule plutôt pour les pièces détachées. Des demandes d'intervention détournées, par exemple, et puis là aussi de la géolocalisation au niveau des bons d'intervention. Quelques slides avec des listes de clients que l'on peut avoir. On a des clients qui ont, on va dire, des PME jusqu'à quelques ETI ou filiales de grosses entreprises. En règle générale, on va dire à peu près de 10 à 1000 utilisateurs terrain de la solution. Alors, on voit quelques logos peut-être que vous connaissez, d'autres ici. Et enfin, sur la partie Swing Service, quelques autres, hein, dont Ipromat, Éléphant Bleu, etc. Encore deux slides, un exemple de client 3 chaînes laboratoires qui détaille ici que l'idée c'était effectivement d'éviter la lourdeur du traitement papier, hein, puisque le principe aussi de ces outils-là, notamment dans tout ce qui est rapport de visite et prise de commande, c'est d'enlever toutes les ressaisies d'informations. Et un autre exemple qui est Lucien Georgelin, qui a fait l'acquisition récente en fin d'année dernière et dont le déploiement vient juste de finir, qui explique, même pour une société comme celle-ci traditionnelle de terroir, que d'avoir un CRM de ce type-là va les aider complètement à entrer dans l'ère de l'entreprise numérique et de cette digitalisation de tous nos rapports avec nos clients. Voilà, j'en ai fini de cette web présentation. Si vous voulez avoir une démonstration un peu plus complète des différents outils, notamment, je vous ai parlé là du lien avec Corporama ou avec une présentation directement de l'application, ce sont des choses qui sont complètement possibles, hein, on va dire, même à distance en partage d'écran. Et donc, du coup, il me reste à vous souhaiter bonne suite dans votre projet CRM. Voilà, ça c'est le type d'application qu'on va pouvoir montrer, notamment ce que je vous disais au niveau de la cartographie, pouvoir avoir tous les clients localisés, notamment directement sur une carte, et accéder aux fiches de nos clients, hein, bien sûr. Hop, les fiches vues 360 degrés, etc. Si vous voulez avoir une démonstration beaucoup plus précise de ça, n'hésitez pas à revenir en contact avec nous auprès des personnes que vous connaissez déjà ou à travers le chat qui est sur notre site web. Comme je l'ai dit, vous avez maintenant donc 4 clés de réussite qu'il va falloir mettre en œuvre pour réussir ce projet, mettre en œuvre bien en amont en fait du choix et de la mise en place de la solution. Nous sommes là pour vous aider, Swing Mobility, à passer ce cap de la nouvelle ère digitale et notamment vous aider dans ces choix de paramétrage, ces choix de fonctionnalités à mettre en œuvre au niveau de votre CRM à l'intérieur de votre système d'information. Je vous remercie tous d'avoir participé. Je vais rester encore un petit peu connecté sur le chat si vous avez quelques questions. N'hésitez pas à les pousser, je vous y répondrai, hein, bien évidemment. Si vous voulez avoir le support PowerPoint ou même la vidéo que je viens d'enregistrer de cette présentation, n'hésitez pas à me le dire, hein, je vous la transmettrai. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end puisqu'on est vendredi. Je vous remercie.